Merci d'être venus ce soir. Merci aux artistes du PCP de bien vouloir qu'on accueille une rencontre PUI dans les locaux. Et merci à Julien Gorjard qui est avec nous pour la soirée. Du coup, ce soir, on entame le cycle d'une nouvelle thématique photographie et gestes pictural. Donc, ce sera 3 rencontres autour de la peinture. Donc, les premiers dispositifs photographiques questionnent la représentation du réel sur une surface plane avec tous les aspects techniques liés à la vision optique. Problématiques de perspective, profondeur de champ, flou, grossissement. La photographie est alors perçue comme aide à la peinture pour faciliter l'étude des sujets et l'accessibilité au réalisme. C'est dans la seconde moitié du XIXe siècle que le changement de statut de la photographie s'opère avec l'intention artistique du photographe qui commence à être reconnue et la création de clubs photographiques isolés de clubs de peintres et l'avènement des photographies scientifiques. Au début du XXe siècle, l'élaboration d'un nouveau langage plastique fusionne les différentes pratiques émergentes. Elles élargissent le spectre de l'image sur une surface. Donc là, il y a la photographie, le cinéma, qui dialogue avec la peinture et le dessin. Cadrage, temps, délai, montage, flou, photographie ratée, raccourci décor, personnages coupés sont autant de notions techniques qui ont construit les relations entre peinture et photographie et que Julien revisite dans ses toiles et ses encres. Petit aparté, vous verrez que ce soir c'est une rencontre un peu spéciale parce que Julien a apporté 2 aquarelles et 2 encres pour qu'on puisse vraiment voir le travail et questionner la photographie dans son travail parce qu'il y a aussi la question de la photographie de ses peintures. Donc on a une mise en abîme comme ça qui est intéressante d'avoir sous les yeux. Les thématiques qu'il aborde, des scènes de genre, du quotidien, des natures mortes, des portraits contemporains qui sont mêlés et qui révèlent ce que la photographie apporte en vitesse et en simulacre à la peinture, des images picturales distendues prises sur le vif. À cela s'ajoute une notion narrative forte qui articule la composition de chaque toile autant que les installations dans lesquelles on est immergé et le regardeur qui fait face à des questions de montage. C'est une notion de cinéma qui rappelle les activités que Julien a eues et a de nouveau. Le travail de l'artiste force l'analyse de ses toiles en portant vraiment un regard attentif et une recherche de différenciation entre le réel et l'illusion. Donc on est heureuse d'accueillir et on espère que ça va permettre de questionner l'influence entre la peinture et la fabrication des images photographiques. Et inversement, qu'est-ce que la photographie fait à la construction picturale de tes toiles et comment ces allers-retours entre ces 2 techniques peuvent se compléter, se nourrir et se complexifier. Donc vous avez différentes aquarelles et encres que peut-être tu peux présenter. Celles qui sont présentes. Ouais, qui sont présentes là. Alors là vous avez un diptyque, elles ont vraiment été conçues pour fonctionner ensemble. Donc le roi du silence et juste après la nuit. Donc ce sont 2 encres de Chine que j'ai faites en 2018 je crois. En fait, ces 2 encres complétées ont été faites dans le cadre d'une exposition que j'ai faite au Centre d'art La Chapelle des Calvériennes en Mayenne. Et du coup, l'idée de cette exposition, c'était de décomposer une seule scène, comme une scène d'un film qu'on va décomposer de plusieurs images. Donc avoir des gros plans, avoir des plans généraux, avoir des détails, des plans d'ambiance et des scènes en mouvement. Donc voilà, c'est 2 pièces qui faisait partie de l'expo, avec juste après la nuit le détail sur le paysage. C'est une partie d'une autre peinture qui existait, une peinture à l'huile qui était présentée aussi, qui était un plus grand format, ça c'était vraiment un détail de la peinture à l'huile. C'est comme si vraiment on avait été zoomé dans cette peinture à l'huile et du coup réinterpréter aussi comment un détail d'une image peut raconter autre chose, mis à part de global, ce qu'elle avait dans la grande peinture. Cette partie-là n'était pas la partie importante de l'image, c'était pas ce vers quoi elle essaie de guider le regard. Et là, du coup, ça devient sujet au niveau de cette peinture. Donc voilà. Pour les 2 peintures qui sont là-bas, ce sont des aquarelles.
donc plus anciennes, je crois que c'est 2017 et devait être 2015. C'est vraiment des pièces qui ont été un peu comme des one-shots où voilà, j'avais envie à un moment d'être... je cherchais pour le portrait de la personne, enfin qui est un nom de portrait plutôt, qui est cramé au flash, voilà, c'était un moment où je me posais toutes les questions de comment faire des portraits aujourd'hui, comment interroger au niveau de la peinture et de traduire les codes de la photographie, de ce que c'est aujourd'hui le rapport à l'image par rapport aux réseaux sociaux, comment on se met en scène. Ça fait référence aussi à un mouvement qui était un hashtag Free the Nipples, donc qui était un mouvement féministe. Et du coup, voilà, c'était réinterpréter ça par la peinture pour en faire une sorte de portrait contemporain. Qu'est-ce que c'est le selfie en peinture? Voilà, il y a plusieurs pistes qui sont mises dedans. Et celle d'à côté, c'était toujours pareil avec des procédés de photographie. Donc là, c'était l'idée de travailler le flou. Donc voilà, on peut voir le drapé et la peinture qui est dessus, qui est en fait une peinture que j'ai chez moi, une reproduction d'une peinture d'un peintre que j'aime beaucoup. C'est un peu une citation. Qui s'appelle Bruno Terrament. Voilà, et c'était l'envie pour moi de créer comme ça une citation à un peintre qui a influencé énormément mon travail. Vous verrez, lui, un rapport à la photo et au cinéma très présent, et carrément, lui, dans ses peintures, il y a des sous-titres, il refait les sous-titres qu'il va peindre. Et donc voilà, une sorte de nature morte, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une nature morte ou une portrait, une citation, en utilisant l'effet de la saturation, de la photographie et du flou de la photographie. Tu es parti du cinéma pour arriver à la peinture. Est-ce que tu peux, par rapport à ça, nous parler de ton parcours, nous présenter un peu ton parcours et comment la photographie a pris cette place par rapport à ton activité culturelle? Pour aller au tout début de mon histoire avec l'image, j'ai un grand frère qui fait du cinéma, qui est réalisateur. J'ai emmené son DVD, je ne sais pas si je l'ai mis là, en tout cas qui actuellement tourne son deuxième long métrage, qui a déjà sorti un long métrage, qui est sorti au cinéma et passé à la télé. Et dès, je pense que j'avais 9 ans, on a fait notre premier court métrage ensemble. Et voilà, on a eu une pratique de la vidéo très, très présente. Et du coup, en utilisant la caméra du voisin et en faisant des montages via les magnétoscopes VHS. C'était vraiment bricolé comme ça, nos petits films. Et c'est ce qu'on faisait pendant nos vacances. Dès qu'on avait des vacances, on allait faire des petits films. Moi, après le bac, j'ai tout de suite travaillé en tant qu'animateur photo des vidéos. J'animais des ateliers de vidéo, des ateliers de photo, je faisais des interventions, je formais des gens en montage, j'ai travaillé pas mal pour l'éducation nationale, où je faisais aussi du documentaire pour l'éducation nationale. Et voilà, j'étais en banlieue parisienne et j'étais à un moment où en plus c'était l'arrivée du numérique, parce que j'ai commencé, c'était vraiment encore à l'argentique ou à la VHS en tout cas, et c'était le tout début du numérique et pas encore les tables de montage virtuelles. Après, il y avait un peu Adobe Premiere. Je suis passé des titrages que je tapais comme ça et qu'il fallait que je cale sur la bande à cette arrivée-là. Puis il y a tout ce matériel, et donc c'était des achats, des choses. Enfin, je m'emballe un petit peu, mais en gros, il y avait un rapport. Il fallait racheter tout un matériel, même en photo. Il y avait la photo numérique qui arrivait, où je faisais de l'argentique, et que ça coûtait très cher les premiers appareils numériques. Et du coup, moi, j'étais à un moment où j'arrivais plus à trouver ma place. Je produisais beaucoup d'images, j'avais beaucoup de photos. Je remplissais des cartons de photos. Et à côté de ça, le numérique faisait que ça produisait, même tout autour de ce que je voyais, produisait beaucoup d'images. Et moi, j'ai 25 ans, j'ai eu envie de mettre un peu une pause, de réfléchir dans mon rapport à l'image. Et pour ça, j'ai été faire les Beaux-Arts à Quimper. J'ai pris les études à 25 ans. Et j'ai fait les Beaux-Arts en me disant, je repars à zéro, j'oublie ce que j'ai fait en vidéo et en photo, et je commence en première année en essayant la sculpture, la sérigraphie, la peinture. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert la peinture. En gros, la peinture, j'avais du mal vraiment à me situer, même à me dire comment je peux exister en tant que photographe, à un moment où il y avait une saturation d'image, où j'arrivais même plus, moi, à
regarder les images, à regarder mes propres images que je produisais. Et que la peinture, en fait, c'était un exercice où il fallait repeindre une image et de passer, je me suis mis dès la première peinture à passer 2 semaines dessus. C'était un petit format et ce temps-là, alors que c'était une photo que j'avais tirée dans ce que j'avais, et je me suis dit, j'ai jamais eu ce rapport-là à l'image, de passer autant de temps sur une seule image, de comprendre, de voir exactement toute la composition, ce qui s'y passe, et de faire des choix, en plus d'être par rapport au développement ou même à l'ordinateur, d'être du choix dans l'artisanat, enfin voilà. Et puis un rapport, ce qui a continué où je me suis senti bien, c'est que quand je faisais des expos photos, il fallait trouver les moyens pour faire des bons tirages. Tout coûtait cher, après acheter du matériel, et là la peinture, d'un seul coup, j'ai pu faire la même année une peinture très grande. Ça m'a rien coûté parce qu'à l'époque, voilà, on tirait un tissu sur un bout de bois, faire un châssis, et j'ai aimé ce rapport-là où d'un seul coup tout devenait plus simple et le temps que j'avais face aux images me paraissait plus juste. Là, je me sentais plus à l'aise dans cette temporalité. Du coup, ça faisait partie des questionnements qu'on avait, notamment sur cette question du temps, en fait. Et donc c'est vraiment quelque chose qui a été décisif pour toi, le fait de passer de la photo à la peinture. Oui, je pense que c'est après, il y a mon temps à moi, et je trouve même pour le temps qu'on va prendre à regarder les peintures aussi, il y a vraiment un rapport au temps dans la peinture, dans la peinture d'image, qui est différente de la photographie, et que j'ai cette sensation qu'il y a vraiment un temps de pause qui est très fort. Moi, par exemple, pour cette peinture-là, cette encre, j'ai passé 2 mois à la faire. Et voilà, j'ai vécu 2 mois avec cette image, plus le temps avant de penser cette image. Et du coup, j'ai l'impression, en tout cas, j'essaye au maximum d'incarner, de mettre ce temps-là dans l'image et de jamais me lasser, qu'il y a une espèce, c'est pas un combat, mais il y a un jeu de garder tout le temps la même énergie, parce que si je me lasse, ça va se sentir dans mon geste même, que je vais me lasser. Donc c'est être tout le temps dans un rapport de séduction avec l'image que je vais faire, et de garder la même énergie, du coup créer des respirations de temps en temps et d'y revenir, et de croire vraiment à son image et de la porter jusqu'au bout. Et c'est vraiment... Je pense que c'est comme un film, il y a quelque chose où là, un film c'est 4 ans de préparation, et là une peinture c'est, moi c'est, on va dire, une semaine où je pense à mon image, après c'est trouver les personnes qui vont poser, là par exemple c'était 2 amis qui ont posé pour la photo. J'avais fait à un autre moment la photo de cette chaise en l'air, après on a passé une soirée ensemble, où j'ai pris plusieurs photos. Et par exemple, les 2 corps n'étaient pas sur la même photo, la chaise c'était une autre photo, puis après moi j'ai choisi quel détail je regarde, comment je reconstitue ma toile, vraiment comme une mise en scène au cinéma. Et voilà, et ça fait partie du processus aussi. C'est recomposé en fait. Ouais. Recomposé au moment où je peins. Ah oui, et est-ce qu'il y a, parce qu'il y a encore un moment où tu fais par exemple un croquis, de la photo? Non, je vais faire... En fait, je passe pas par l'étape dessin du croquis. C'est vraiment, je vais imaginer la peinture que j'ai envie d'avoir. Après, je vais faire les photos. Je vais quand même faire une sorte de montage un peu vite fait Photoshop, pour me rendre compte si au niveau des dynamiques, les choses fonctionnent. Et puis après, ça va être au moment où je peins que ça se définit, que ça se lit, et que pendant même le temps de la peinture, il y a des choses qui vont... Je ne vais pas faire tous les brins d'herbe, je vais choisir quel brin d'herbe je veux faire, à quel moment le motif de la pierre va être important de le travailler ou pas. Sur la table, il y avait son paquet de cigarettes, quel temps à prendre, et que j'efface parce que c'est pas ce que je veux raconter dans l'histoire, et que ça devient pour moi un élément parasite, après, où ça raconte quelque chose que j'ai pas envie que ça raconte. Voilà, ça je le décide quand je peins. Et du coup, ça fait écho à l'exposition. Je ne sais pas si tu as des images où ces 2 encres étaient présentées à la chapelle. Non, je sais pas. Et il y avait une toile où il y avait 2 entrées de netteté. Tu avais fait une double focale. Comment ça vient dans ton approche pour de la celle-ci, composition? c'est vrai que c'est la première fois où je suis sorti de la logique photographique, où j'ai décidé
En fait, quand j'ai retravaillé, c'est un grand format en peinture où on voit personnage de dos au fond d'un décor, d'un jardin, avec une lumière, comme une lumière de lune, mais plus artificielle, on ne sait pas, on ne voit pas la source de la lumière. Et au moment où j'ai décidé de faire cette peinture, et j'avais fait 3 sessions de photos pour arriver à cette peinture, avec 2 personnages différents aussi. Et pour choisir la composition, on m'a troublé, parce que j'avais vraiment envie qu'on ressente l'artifice de l'image, qui est quelque chose de presque théâtral. Pour diriger le regard, j'ai joué entre créer des flous en premier plan, mais dans le même premier plan, il y a des choses de net, et des flous en arrière-plan. Enfin, voilà, de me servir en tout cas d'une logique photographique pour moi guider encore le regard du spectateur et mon geste et ce que je veux raconter dans l'image, mais voilà, en choisissant sur le même plan mettre quelque chose de flou et quelque chose de net. Ouais, donc c'est au moment de peindre que tu as des allers-retours entre Ouais. le geste de photographie et le geste pictural. Et dans cette question de la distance que toi tu prends sur les images et celle que tu aussi t'offres aux spectateurs, donc il y a peut-être une autre exposition aussi qui est intéressante, celle dans le POTCB, le pays où le ciel est toujours bleu, la borne, où je ne sais pas si vous connaissez, c'est un volume qui est comme un container qui est ouvert sur 2 côtés, fermé sur 2 autres. Du coup, ça met à distance pour le coup le spectateur par rapport à la peinture que tu proposais. Et nous, on s'était posé la question avec Marine de comment tu t'attrapes le spectateur. Est-ce que c'est quelque chose de réfléchi? Est-ce que la question du regard avec le spectateur, comment tu gères ça? Ouais, donc ça c'est la borne. Ouais. Est-ce que tu peux rappeler quand est-ce que c'était? Où est-ce que c'est exposé? C'était l'année dernière, en avril. Non, si 2019, en avril à Pithiviers, en région centre. C'est le projet La Borne, je ne sais pas si vous voyez ce lieu d'exposition, c'est en fait l'association Le Pays où le ciel est toujours bleu, qui est un lieu d'expo à Orléans, dans le centre-ville, et qui ont aussi ce module-là, qui a été fait par un architecte, qui bouge tous les mois en région, et tous les mois c'est un artiste différent qui expose dans son... qui a la contrainte de cet espace-là, et du fait que ça doit être accroché en un jour et défait en un jour. Et voilà, ça dure un an. Mais moi j'aime beaucoup ce projet-là, c'est une super expérience de travailler pour ce projet-là, qui pour moi, pour mon parcours, ça m'a permis, en fait, parce que par cette forme, ce cube vitré par lequel on ne peut pas rentrer, mais forcément à distance le spectateur de la peinture, de ce qu'on présente. Et moi, ça m'a permis de faire ce grand format qui fait presque 5 mètres de long, le tout, si on la met bout à bout. Et du coup, d'avoir un geste, de tenter l'expérience d'avoir un geste plus lâché, plus grossier, enfin, de penser vraiment à une peinture qui va fonctionner par cette distance et par le fait qu'on la regarde à travers une vitre et qu'elle va être à de loin, toujours parler d'image. Parce que là, on est presque en plus dans des tonalités d'une lumière très froide, si on avait joué un peu avec l'exposition de son appareil photo. Mais dans un geste de peinture et de jouer voilà, dans le rapport à distance avec qu'est-ce que c'est de voir une peinture à travers une vitre à distance et comment faire exister le geste. Du coup, parce qu'on ne peut pas aller chercher le geste de près. Dans la peinture, d'habitude, c'est voilà, devant, on va dire que c'est de la photo, et puis on va aller regarder de plus près pour voir le geste. Là, moi, j'ai jamais envie que le geste soit complètement effacé, en tout cas que le fait que ça soit une peinture qui soit effacée, je ne cherche pas l'hyper-réalisme non plus. Il y a des peintres où c'est presque impossible de voir que c'est une peinture. Moi, je ne veux pas en arriver là. Donc voilà, c'était trouver le juste milieu entre le rapport à l'image et la peinture dans ce projet-là. Par rapport du coup à la question des sujets que tu choisis, est-ce que ça tu peux en parler? Parce que tu as dit que tu prenais du temps avant la composition de ton image, que tu allais photographier une ou plusieurs qui allaient servir à peindre. Est-ce que ces choix tu peux détailler? Alors ouais,
c'est beaucoup d'intuition dans mon choix des images. En fait, ça va être suite à des scènes que je vais voir au quotidien, à une scène d'un film, au travail d'un photographe ou d'un autre artiste. Enfin, voilà, des images qui me semblent percutantes et en fait, c'est un peu flou pour moi de définir vraiment le sujet. Il y a pas de... C'est trouver comment partir de l'intime, donc de scènes intimes, de ce que je peux raconter du quotidien et d'en faire des scènes qui vont sortir de la sphère intime pour toucher un peu plus de monde. En fait, c'est comment construire une image qui part d'une banalité et faire qu'elle va parler à beaucoup de monde. Donc, du coup, voilà, après, ça va être, c'est toujours il y a toujours le choix de l'image, comme pendant un moment j'ai travaillé autour de la photographie spirit. Donc, j'ai produit des pièces, je peux en montrer une par exemple. Ça, c'est une encre que j'ai faite. Et en fait, je pense que dans une sorte de récurrence qu'il y a toujours dans mon travail, c'est d'avoir des personnages qui sont jamais à leur place. Il y a toujours un élément autour d'eux, il y a toujours un accident qui va être pas loin, quelque chose qui... Voilà, on peut voir clairement là, enfin clairement, même si c'est un détail, c'est une scène presque anodine, mais voilà, avec cette chaise qui est d'alors le personnage qui veut prendre quelque chose mais qui saisit rien. Il y a toujours comme ça, comme si c'était des personnages qui essaient de trouver une certaine position. Et là, ce qui m'a amusé, en fait, pour parler de ça, c'était de faire référence à ce qu'est le mouvement de la photographie spirit. Et quand tu disais le début au niveau de la photo, quand la photo est devenue, qu'il y a eu les clubs de photos qui sont créés fin 19e, il y a eu tout un mouvement qui a été donc la photographie spirit et des photographes, parce que c'était un moment où la photographie avait un rapport qui était presque de la vérité, c'est-à-dire que personne ne remettait en question ce qui était photographié. Du coup, des gens se sont mis à utiliser ça, en fait, des photographes, à utiliser ça pour faire croire des choses aux gens et faire un business autour de ça. Donc, clairement, la photographie. Et une partie de la photographie, la photographie spirit, c'était par exemple, vous avez perdu votre mari à la guerre, je vais faire un portrait de vous et vous allez voir, je vais saisir le photo de votre mari. Alors c'était juste un assistant qui allait apparaître au fond, ou un tissu qui allait être lâché, qui allait créer une forme, ou une fumée qu'on allait mettre. Et voilà, jouer un rapport entre faire croire aux gens. La surimpression aussi. La surimpression. Et du coup, voilà, moi, vu que je suis toujours dans le... Là, c'est clairement une mise en scène. Au moment, il y a un tabouret en dessous de la personne qui fait qu'elle est surélevée. Elle a posé pendant 2 heures le temps que je fasse différents essais, même au niveau des jeux de drapé, voilà, pour parler aussi du drapé de la peinture classique. Et donc, c'est jouer toujours entre qu'est-ce que j'ai envie de raconter, comment je le raconte et comment je joue entre... c'est une scène qui s'est vraiment passée. Enfin voilà, fiction et réel. Là, tu t'es servi d'un effet photographique Oui. de flou, ou tu as généré l'effet photographique de flou J'ai fait après. Là, par contre, j'ai fait un montage Photoshop. Enfin, il y a eu... J'ai fait un essai où, au début, juste ce personnage dans le vide, en gros, fonctionnait pas, l'idée que j'avais de base. Et je me suis amusé à troubler l'image comme ça pour donner... En numérique. En numérique. Okay. Pas au moment de la prise de vue. Non. Donc tu viens encore recréer une nouvelle strate de traitement photographique, en fait. Tu te sers d'une étape photographique qui est le post-traitement d'image, qui vient encore rajouter. Mais ça, c'est assez récent, ou c'est depuis le début? En fait, j'avais vraiment, c'est quelque chose... Il y a... Voilà, donc comment parler de scènes du quotidien et leur ajouter quelque chose de la fiction, de l'irréel. Il y a la photographie spirit, c'est quelque chose qui m'a travaillé dans la notion du portrait aussi. Et voilà, et du coup, quand ça, il y avait cette idée-là de l'artifice, et j'avais en référence, en fait, tous les effets, enfin certains effets, une super exposition que j'avais vu le 3e œil, justement sur la photographie spirit, où il y avait un référencement comme ça de tous les effets qui étaient faits pour faire croire
aux esprits. Et voilà, et en fait cette image, juste le corps flottant, on était presque trop dans le trucage cinéma, et c'était pas ça que je voulais raconter, je voulais parler plus de l'histoire de la photo, du coup ça m'a emmené à le décaler. Du coup on est toujours à la lisière entre le réel et l'illusion en fait. Ouais. Et est-ce que j'ai l'impression que c'est cet interstice qui t'intéresse? Ouais, Parce que sinon tu serais complètement dans le faux ou complètement dans l'image du quotidien en fait. Ce qui est sûr, c'est que je fais pas du reportage, c'est vraiment que de la fiction, mais que j'ai envie de toucher le réel. Mais ça va être jamais des images que je vais faire. Alors ce soir, je fais une photo et je vais après peindre cette photo. C'est toujours penser, c'est toujours je vais chercher un décor qui correspond, une personne qui correspond. Et j'ai pas envie documenter ma vie. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi j'ai une petite question. En fait. Je m'interroge sur la couleur et le noir et blanc. Ouais. Dans le rapport justement entre la photographie, le cinéma, en fait, par rapport à son histoire et par rapport à tes photos, en fait, qui sont, tes peintures, est-ce que ça correspond, parce que là, ce sont des encres, mais ça pourrait aussi être des encres colorées. Est-ce que quand c'est de la peinture, c'est de la couleur, quand c'est des encres, c'est du noir et blanc? Comment tout ça s'articule en fait dans la construction de tes images du coup? En fait là il y a... Je vais me reposer là-dessus, mais il y a encore beaucoup d'intuition en fait. Quand je vais penser une image. Après c'est vrai que je fais par contre une grande différence entre la peinture à l'huile et les encres de Chine et les aquarelles. Parce que la peinture, parce que dans l'idée de cette espèce d'interstice entre le réel et l'illusion, le noir et blanc c'est aussi une dimension qui permet une distance, parce qu'effectivement dès qu'on est en couleur, on est davantage en fait dans quelque chose qui est plus proche du réel quelque part. Ça dépend de quel lieu, mais... Après, malgré tout, en fait, le noir et blanc permet d'avoir de faire appel directement à ce qu'est la photographie, ce qu'a été la photographie et ce qu'on a dans les journaux, qu'il y a eu toute une image de la photographie qu'on a beaucoup vue en noir et blanc. Et c'est vrai que là, en fait, dès qu'on passe à la couleur, j'ai l'impression que dès qu'on passe à la couleur, sauf si l'interprétation se ressent vachement dans la couleur. Le noir et blanc, il y a tout un endroit d'interprétation du peintre, je trouve qu'il va être presque effacé parce qu'on est là que dans des questions de lumière, on n'est plus dans des questions de couleur. Et par exemple, dans mon travail, je pense qu'il va y avoir plus de malentendus, les gens vont croire que c'est de la photo plus sur le noir et blanc que sur la couleur. Oui, clairement. Et du coup, je sais que souvent les sujets que je vais choisir, quand je vais choisir le noir et blanc, c'est que je veux parler de photographie. Je veux vraiment être dans un instant photographique. La peinture à l'huile, je vais souvent plus jouer des codes, utiliser un peu quelques outils de la photo, mais je suis dans un cadrage de la peinture. J'essaie de penser cadrage peinture, ce qui n'est pas la même chose pour moi entre le cadrage photographique qui va servir les encres que le cadrage. Donc en fait ça rejoint la construction de la composition dont tu parlais tout à l'heure en fait. C'est complètement inhérent à tout ça. Ouais, complètement. Après l'aquarelle me sert souvent pour traiter presque des saturations, quand je veux qu'une image soit presque diffuse, je vais aller plus vers l'aquarelle. Okay. Du coup la technique est liée à tes sujets. Ouais. C'est partie entière du processus de la chose dont tu veux traiter, tu utilises la technique appropriée à ton propos. Ouais. Mais après, avec beaucoup d'intuition là-dessus. C'est vrai que j'ai pas une règle d'or qui dit ça va être l'aquarelle. Ça me paraît, quand je vais travailler une image. Mais en fait, à partir du moment où je la pense, je pense souvent la technique en même temps. Je me dis ce sujet-là va être intéressant avec, en tout cas j'ai envie de le traiter avec telle technique. Et du coup ça va aider à définir le cadrage aussi, le temps que j'ai passé dessus, parce que le temps n'est pas le même aussi selon la technique. L'huile c'est ce qui est le plus long. Est-ce que tu as du coup des images de peinture à l'huile?
Parce que ce que tu dis que la composition, enfin ta façon de traiter la composition est différente. Et Ouais. là, il y a quand même effectivement quelque chose qui est assez proche dans tout ce que tu nous proposes. Il y a un effet de spontanéité très fort qui est donné par un cadrage qui semble aléatoire, avec des éléments qui rentrent, qui sortent du cadre, avec des flashs qui viennent figer quelque chose qui dure plusieurs mois. Du coup, je serais curieuse de voir comment tu abordes. Enfin, si tu dis que c'est différent, je serais curieuse de voir comment c'est. Je pense qu'elle va être un bon exemple. Du coup, c'était pour la même expo, je l'ai produite. Enfin, elle a été présentée à la même exposition. C'est un peu saturé. Et voilà, on est vraiment dans le plan d'ensemble cinématographique et en même temps un cadrage très classique de peinture de paysage. Après, le sujet contemporain, le traitement des couleurs, j'avais presque envie de... J'ai essayé, en tout cas quand je l'ai peint, de toucher à la saturation de couleurs qu'on va voir à travers un écran numérique. Donc j'ai vraiment poussé et saturé les néons de la roue, voilà, tout ce qui se passe dans la fête foraine. Je l'ai saturé, presque surexposé en fait. Mais voilà, on peut voir, je trouve que celle-ci elle montre bien au niveau des cadrages. Et du coup, moi je rebondis sur une réaction que tu as eue au moment où tu nous as montré l'image de Montbassaran, mais qu'est-ce que ça fait de rephotographier ces toiles sur sa pratique? Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment pas réglé. Justement, celle-ci, j'ai eu le problème très récemment, et après, ça a été une expérience assez chouette. En fait, cette peinture, d'ailleurs, je parlais de mon frère qui réalise un film en ce moment, et justement, pour une scène de son film, il avait très envie qu'il y ait une salle d'attente. Il y a le personnage principal qui attend dans cette salle, et il avait envie voir cette peinture exister dans cette salle. Sauf que c'est un mur très grand. Et moi, je lui ai dit, écoute, moi, la photo que j'ai faite de cette peinture n'a pas supporté l'agrandissement. Mon geste n'est pas fait pour être vu, parce que le premier mur qui était prévu, c'était 6 mètres par 3, enfin voilà, quelque chose de vraiment très grand. Après, elle doit faire à peu près 130 par 180, un truc comme ça. Et je lui dis, mon geste, il n'est pas fait pour être suragrandi non plus. Après, au fur et à mesure des repérages et des discussions, moi j'ai proposé de faire peut-être une peinture sur le décor même, mais ça va servir que d'une scène, du coup tous les moyens mis en œuvre pour juste une scène et quelques plans, valait peut-être pas le coup. Enfin voilà, il y a eu plusieurs discussions avec la chef déco aussi. Et on est arrivé où du coup il a choisi un autre mur plus petit pour mettre cette peinture en scène, et la question du coup de refaire la photographie de la peinture, sachant cette peinture elle est chez une personne à Toulouse qui a la peinture, et du coup ils ont fait appel à un photographe censément professionnel pour aller faire une photo de la peinture pour qu'il puisse supporter l'agrandissement. Donc ce photographe a été. Moi j'étais pas du tout présent, je n'ai pas vérifié le fichier parce que c'était voilà, il y a beaucoup de choses organisées, l'équipe déco s'est occupée de ça, et quand moi je me suis retrouvé une fois qu'ils avaient fait un agrandissement, c'est un tapissier qui est venu pour accrocher le tirage et mettre le tirage. Voilà, en fait, la photo, j'ai été. En fait, quand j'ai vu la photo qu'avait fait le photographe, je pense qu'il a mis 2 chronos de chaque côté. Du coup, là, le bleu n'existe plus, c'est blanc. On voit, parce que forcément, en fait, souvent à l'huile, il va y avoir des différences de brillance. Donc là, ça fait ressortir toutes les différences de brillance. Il y a tout le noir des bâtiments, ça devient des grilles, des grilles colorées très différentes. Mais par contre, il avait un super appareil photo, et du coup, le grain de la toile, c'est pratiquement ce qu'on voit partout, comme s'il y avait une sorte de filtre, et qui en plus, vu que ça a grandi, elle doit faire 4 fois sa taille normale, le grain devient presque un carré, et voilà, et ça devient une autre histoire, une autre peinture, qui était très chouette à voir. Du coup, il a fallu que je me détache de ce qu'était ma peinture, et ok, elle va être présentée autrement, parce que c'est compliqué de toute façon de faire une photographie de peinture figurative un peu réaliste. Et voilà, et je pense que quand moi je me pose ces questions, la reproduction et de comment montrer ma peinture dans les dossiers et tout, je sais que de plus en plus, je me dis aller dans la photographie du détail. Peut-être c'est ça la solution, parce que j'ai pas envie,
je sais que en tant que peintre, je me suis posé la question justement de mon geste, à quel point mon geste devait être présent dans ma peinture, pour qu'on ressente aussi que c'est de la peinture. Est-ce qu'il faut que j'accentue que mon interprétation, est-ce que je dois marquer plus mon peinture, mais à quel point ça va être mon geste qui va prévaloir sur l'image, est-ce que j'ai envie que ma touche soit devant le sujet que je vais représenter. Alors c'est plein, forcément, je trouve qu'en tant que peintre, on est obligé de se poser ce genre de questions. Donc, je pense que moi la solution c'est et je suis très content ce soir, c'est de faire en sorte que quand je parle de mon travail toujours, qu'on puisse en voir en direct, ça on peut en discuter aussi, et puis peut-être photographier plus de détails, montrer des détails, tout ce qui est geste dans le dossier artistique aussi. Et par rapport à ce que tu viens de dire, ça me fait rebondir sur la question du tirage, vu que tu viens de l'argentique et que tu as manipulé et que le choix du papier, c'est quelque chose qui est aussi... Voilà, on tient une image, on tient une sorte de papier. Est-ce que dans tes choix picturaux, il va y avoir cette dimension-là, parce que l'aquarelle et l'encre n'ont pas ont des effets de papier mat ou peut-être éventuellement si tu arrives à aller vers le patiné, alors que l'huile, on est sur du brillant. Est-ce que ça aussi, c'est des choix que tu fais Ça, c'est sûr, en tout cas, que le fait d'avoir travaillé la photo en argentique et au développement, en tout cas, il y a quelque chose de commun entre l'aquarelle, l'encre et la peinture à l'huile pour moi, c'est de travailler vraiment par couche et de faire comme quand une photo apparaît, on la développe, on voit les contrastes apparaître sur la feuille de papier. J'ai vraiment cette démarche-là. Même si je sais qu'une zone va être noire, c'est impossible pour moi de la peindre noire. J'ai besoin de voir toute mon image et de la faire monter progressivement ensemble. Et ça, c'est vraiment, à l'aquarelle, je vais faire ça avec 12 couches, à l'encre, ça va être pareil, à l'huile, un peu moins, parce que voilà, ça va être très vibrant tout de suite au niveau de la peinture à l'huile. Les pigments ne sont pas les mêmes, mais en tout cas, je sais qu'il y a ce rapport-là qui est important. Après, c'est sûr que je pense que dans le choix, quand je disais que dans les intuitions, de me dire c'est un sujet que je vais travailler à l'aquarelle, voilà, là, par exemple, les deux sujets qui sont là, j'avais envie que ce soit presque des images effacées, que si d'un seul coup, le portrait de la peinture de Bruno Ferrament que je réinterprète, j'ai envie qu'elle soit qu'elle ressorte. En tout cas, j'ai eu envie de faire cette aquarelle-là. Je voulais que vraiment cette référence, en tout cas, ressorte. Et voilà, c'était d'avoir quelque chose de diffus autour. Donc le médium de l'aquarelle va permettre à des endroits de créer des contrastes très forts comme ça, mais d'avoir quelque chose de très diffus à côté. À l'encre, dès que le noir est très présent et que j'ai envie de jouer sur les brillants noirs ou sur des grilles très foncées qui vont se rapprocher d'un seul coup, il n'y a que, voilà, par exemple, la présence du flash qui va être brillant, pratiquement la seule zone dans l'encre qui est noire. Ouais, le sujet choisi. C'est après, je sais que l'huile, c'est quelque chose aussi que j'ai commencé à expérimenter dans cette peinture et qui était dans l'autre peinture. C'est la question aussi quand dans une peinture, si on met plus de térébenthine ou plus de médium et d'huile de lin, ça va être plus ou moins brillant. Et la peinture qui était à la Chapelle, décider de me dire, en fait, même l'étape de vernis qui est importante parce que voilà, il y a des embûches, il y a des choses, il y a des accidents dans la peinture à l'huile, ou en tout cas, si on veut qu'elle soit pérenne, il faut qu'il y ait une étape de vernis. Et le vernis, il y a le choix entre mat, satiné et brillant. Et du coup, je sais que j'ai commencé à faire cette peinture et c'est quelque chose qui est important pour moi de me dire aussi, même l'étape du vernis, qui peut être une constituante de l'image, et du coup, choisir qu'est-ce que je mets brillant, satiné ou mat dans mon image, et comment je joue aussi sur le rythme d'une image, parce que c'est des moyens qu'on a, et comme le rapport comme en photo, où on choisit le papier mat, le papier brillant, satiné, perlé. Et ça reprend une question qu'on s'était posée sur cette question de la mise en abîme dans ta photographie, parce que celle que tu nous as montrée avant de la lévitation, il y a un morceau d'une toile qui est une huile qu'on retrouve, et dans l'exposition de la Chapelle des Calvériennes, il y avait la chaise qui était présentée. Enfin, et donc le fait que tu joues aussi avec la lumière et le vernis, j'ai l'impression que ça rejoue encore cette question. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as envie de développer Je sais que en tout cas, j'ai pendant
au tout début, j'ai vachement pensé à une image comme quand je me suis mis à faire de la peinture et le temps que ça représentait de 2 mois, j'avais du mal à imaginer la série. Du coup, je pensais à chaque image, on essayait de penser une image autonome. Et plus j'avance dans mon travail, plus j'ai besoin de faire des liens entre mes peintures et que ça crée comme un grand film. Enfin, il y a vraiment cette idée-là de plus en plus présente, ou une balade, ou quelque chose, mais voilà, qu'on évolue et que chaque peinture puisse avoir son indépendance, mais qu'ensemble, ça nous raconte une autre histoire et que d'un seul coup, on va suivre tel personnage dans sa journée, ou quelque chose, et du coup, voilà, de jouer en plus des troupes entre ce qui est le réel, le reportage, l'artifice, d'un seul coup, cette peinture de palmier qu'on a vue, qui pourrait être tirée d'une balade, en fait, non, elle est décor dans une autre peinture. Et voilà, c'est toujours jouer dans tous ces troubles-là, quoi. Là, j'ai présenté ces 2 aquarelles-là, et ce pot de fleurs qui est... Ce pot de fleurs qui est cassé avec cette plante-là a été présenté à un autre endroit dans l'expo. Voilà, c'est une lecture c'est toujours pour troubler entre... Voilà, on a l'impression que cette scène a eu lieu, que c'est le témoignage d'un accident. Et plus tard, dans l'expo, en fait, on voit ça et ça remet en cause. En tout cas, ça questionne sur est-ce que cette scène a existé ou elle a été complètement composée. Et j'aime bien jouer avec ce trouble-là. La question du décor, c'est vrai qu'à la chapelle, j'avais refait une scène où j'ai fait un bout d'un bâtiment avec un jardin où il y avait la vraie pelouse, le même dallage qu'on retrouve qu'on retrouvait dans la grande peinture qu'il y avait dans l'expo, et cette chaise qui était renversée au sol, et d'un seul coup, voilà, on a été spectateur de plusieurs scènes, et là on se retrouve face au décor et avec tous ces artifices, parce qu'on voit l'arrière de la structure comme un décor de théâtre avec le châssis de cette fausse cloison, mais avec un crépi dessus et une fenêtre. Mais on devient du coup personnage de la scène, Oui. Tu nous fais rentrer vraiment dans la narration et dans le film que tu construis via les... Et je sais pas si peut-être on peut basculer justement sur Amante Marine, est-ce que tu... Non, justement, je trouve ça cohérent. Qu'on bascule sur La Cascadeur, qui est la série sur laquelle tu travailles depuis un moment. Et peut-être recontextualiser, puis tu as un épisode à nous montrer, et peut-être qu'après on pourra rebondir et puis enchaîner avec vos questions. La façon dont tu nous montres tes peintures, tu nous les montres comme des images, pas comme des peintures. Et tout à l'heure, parce qu'on parlait de la façon de photographier une peinture, et là tu nous montres des images, la façon dont on les voit sur ton site, à l'écran, on les voit pas comme des peintures, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de bord, il n'y a pas de papier. Voilà, je sais pas, est-ce que c'est ça, là où justement tu n'arrives pas à résoudre ça parce que tu les envisages pas comme des œuvres et donc elles restent des images, ou est-ce que ça joue encore justement de cet effet de multiplication d'autres trucs un peu vertigineux En fait, je sais pas si c'est... En tout cas, je le vois pas trop comme un problème, que ça soit... Mais c'est une question, hein, Oui. parce que je fais pas mal de repros pour des peintres en photo, et c'est la première question que je leur pose. Oui. Qu'est-ce que c'est pour toi, c'est quoi la destination? Est-ce qu'on fait une image de cette œuvre, ou est-ce qu'on fait une image du tableau? Et pour moi, c'est une vraie question quand on photographie une peinture, parce qu'il y a pas mal de tendance Je sais que dans photographier des pièces, et ça fabrique un rapport aussi super différent. Mais oui, je sais que depuis dans mon dossier artistique que j'ai pas la main, mais en tout cas il y a toujours des vues d'exposition maintenant, et j'essaie de faire agir pour qu'on voit la peinture dans l'espace, qu'on se rende compte de la dimension qu'elle a et comment elle peut habiter un espace, mais après malgré tout c'est l'image qui est le plus important pour moi, c'est ce que je vais représenter, comment je le représente, et après j'ai toujours rien ne vaut l'expérience du réel et d'aller voir les peintures en vrai, mais c'est vrai que sur mon site c'est un aperçu du travail et que de toute manière la peinture via un écran ne sera jamais de la peinture, donc, et surtout encore plus moi en figuration réaliste, voilà, c'est compliqué, donc c'est comme ça, c'est pas grave, il faut que je fasse des expos et
en vrai, quoi. Mais en tout cas, si déjà, quand on regarde mon site, ce qui est raconté, ce qui est mis en scène, voilà, emmène à aller voir le travail, c'est important. En tout cas, l'image est importante. Après voilà, l'expérience de la peinture, c'est sûr que... Mais du coup, je me demandais quand même par rapport à ta page de site, parce que je sais pas si c'est nouveau, parce que j'avais pas vu comme ça, ou alors je m'étais arrêtée juste sur le dossier artistique, mais le fait qu'il y ait une mosaïque, et comme tu dis, c'est des images, Oui. et ben là, en fait, on pourrait recomposer une narration en allant piocher des choses. Enfin, tu nous laisses la possibilité de rentrer dans ton site par un peu n'importe quel bout. Et les formats, en plus, celle-là qui est toute petite, devient grande, et du coup, de nouveau, l'impression qu'on peut se raconter. Alors, mis à part avec en effet, la borne, où là, c'est un peu un statut différent. Mais, et puis, ah oui, parce que ça, il y avait la question des titres, parce qu'elles ont la même importance, là, des titres. Du coup, peut-être, et c'est des titres images. Oui. Du coup, comment ça vient s'articuler, parce que finalement, ça prend autant de place. Enfin, pour répondre à la question du cadrage. Parce que je sais que pour mon site, pour moi, c'était important que chaque médium ou technique ait la même importance, soit mis au même niveau, d'un seul coup. Voilà, parce que c'est de la peinture vue à travers un écran. Le jeu de l'échelle, de montrer ma peinture autrement, comme je parlais de l'expérience que j'ai vécue, de la reproduction de la Alphaville. Voilà, d'un seul coup, on la montre différemment et il faut que je fasse le deuil de ce qu'est ma peinture et que oui, on ne peut pas la remettre à l'identique si on n'a pas l'œuvre originale. Donc, elle doit être vécue autrement. Et moi, je sais que mon site, c'est aussi beaucoup pour moi que j'ai choisi cette mise en page parce que ça me fait du bien de voir mon travail mis presque tout à la même échelle et des images mises à la même échelle. Voilà, qu'est-ce qui se raconte, quel lien je fais, qu'est-ce que j'ai besoin de rajouter là-dedans. Voilà, si je veux continuer l'espèce de mythologie, ou en tout cas, voilà, continuer à donner des clés de lecture sur mon travail, peut-être ce sujet-là qu'il va falloir que je traite pour accentuer. Ouais, c'est un outil. Ouais. Et peut-être contextualiser ce que c'est. Alors, la cascadeur, c'est un projet que je mène en parallèle de mon travail de peinture. Qui est, en fait, j'ai travaillé pendant un peu la jeunesse du projet, j'ai travaillé en sortie des Beaux-Arts, j'ai travaillé avec l'artiste Virginie Barré. J'ai ramené d'ailleurs un livre là sur son expo qu'elle a fait au FRAC Bretagne, qui est une artiste qui fait aussi de la vidéo, qui m'a demandé, parce qu'elle savait que j'ai travaillé dans la vidéo avant, d'être son assistant, de faire le montage de ses films vidéo. Donc j'ai travaillé avec elle, j'ai rencontré comme ça, puis c'est super bien passé. Et avec un troisième artiste, on a décidé à un moment de créer un projet de vidéo ensemble et de créer une série. Voilà, qui est ce projet-là, La Cascadeur. Donc c'est un projet qu'on mène à 3, qu'on écrit à 3, organise à 3 et qu'on tourne. Après, voilà, on a tourné des épisodes les 3 ensemble en tant que réalisateur, ou autrement chacun a un poste technique différent. Et des fois, moi j'ai réalisé un épisode, Virginie a réalisé un épisode. Donc c'est une série en 6 épisodes qui a la particularité d'être... ça a été vraiment travaillé presque comme les films que je faisais avec mon frère quand on était ado, c'est-à-dire de trouver le matériel qu'on a à côté de nous. Après elle est prof au Beaux-Arts de Quimper, donc on a pu emprunter une caméra à Quimper. On a demandé à nos amis, c'est ma meilleure amie qui est la script qui est artiste, la script, le preneur de son, c'est un autre artiste, Pierre Budet, qui a été preneur de son, en gros de voir dans notre réseau, de servir de notre réseau de plasticiens pour créer une série ensemble. Avec l'autre particularité, en plus d'être que des plasticiens qui, par exemple, techniquement, pour la plupart, n'avaient jamais participé à un tournage, on n'avait jamais fait de cinéma. C'était chaque épisode de la série, on va inviter un artiste à investir l'épisode. Donc, par exemple, on a eu un épisode où c'était Yoann Sorin qui a été invité et qui lui a voulu mettre dedans une performance. Donc en plein milieu de l'épisode, il y a une performance qui se passe. Il y a eu un épisode où c'est Florence Deléa, qui est une artiste designeuse, où elle, c'était qu'il fallait qu'une scène se passe dans son atelier de travail. Voilà, enfin, il y a eu Renaud Dauer qui, elle, voulait qu'il y ait une scène de village qui se passe avec un endormissement général pour faire référence
au village de Dané, dans ce film-là. Voilà. Et puis elle crée aussi une performance dans cet épisode. Donc c'était voilà, une espèce d'objet un peu protéiforme qui était fait quand même avec des moyens un peu bricolés. On avait une petite boîte de prod qui nous suivait, mais il y avait très peu de moyens par rapport à ce que représente. En tout, ça fait presque 1h20 de film. Chaque épisode dure entre 10 et 20 minutes. Et on écrivait en 2 jours, et on tournait en 4 jours, et après on mettait beaucoup de temps de montage parce qu'il fallait rattraper tous les défauts et ce côté improvisé, essayer de donner une forme. Voilà. Du coup, l'épisode que je vais vous montrer, c'est un épisode un peu particulier parce que celui-là n'a pas d'artiste invité. Mais on a construit un peu comme une sorte de flashback où le personnage principal, qui est elle, qui est Amédée. En gros, peut-être je vous dis un peu vite fait l'histoire, le petit pitch de la série. C'est donc Amédée, une jeune cascadeuse, a un accident et se retrouve à devoir abandonner sa carrière de cascadeuse. Elle retourne dans son village natal où sa mère tient un magasin de masques et de coquillages. Et dans ce village, il y a depuis des années des disparitions qu'on n'arrive pas à élucider et des dérèglements climatiques. Voilà, la nuit tombe n'importe quand, des objets sortent de la mer, il n'y a plus de marée basse. Donc voilà, c'est un village où tout comme ça est en train de grossir et tout déborde. Du coup, elle se retrouve au milieu de tous ces événements-là. Et là, l'épisode que vous allez voir, c'est l'avant-dernier épisode, où en fait, donc son père fait partie des personnes qui ont disparu, et elle va se retrouver face à ce qu'on pourrait appeler le fantôme de son père, et ensemble ils vont se remémorer l'expérience du passé. Et donc la scène que vous allez voir, qui est ce moment dans le passé, est une scène qui a été faite lors d'une journée de performance à... Est-ce qu'il s'appelle ce lieu à Rennes, un lieu d'exposition plus sur le niveau du son et de l'image, le Bon Accueil. Voilà. Donc le Bon Accueil avait organisé une journée de performance et Virginie, on a décidé de mettre en scène une performance qui allait être filmée où du coup le public de cette performance et la performance font partie intégrante de l'épisode. C'est ce personnage qui est en train de chanter a lieu pendant cette journée de performance qui avait au Bon Accueil. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour l'invitation.